tous, bienvenue dans ce troisième Café de l'IA. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez une tasse de votre boisson préférée. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des IA de confiance. Et pour ce faire, j'ai l'honneur d'avoir sur notre plateau Jean-Baptiste Parisot, qui est directeur général de la société réunionnaise MedusOne, qui développe une activité sur l'IA. Donc Jean-Baptiste, je vous passe la parole et je vous laisse vous présenter et nous parler de ce thème des IA de confiance. Merci Véronique, bonjour à toutes et à tous. Je te remercie de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un plaisir et un honneur d'être ici parmi vous. Donc je vais commencer par me présenter en effet. Je suis Jean-Baptiste Parisot, je dirige la société MedusOne qui est un éditeur de logiciels situé à Saint-Denis. On a deux secteurs d'activité aujourd'hui. On développe des logiciels pour les courtiers en assurance, donc ça c'est une spécialité plus métier, et on développe des systèmes d'intelligence artificielle et d'automatisation qui se veulent locaux ici à La Réunion. Juste pour ma part, j'ai un passé d'une vingtaine d'années dans le développement logiciel et l'intégration de logiciels dans les DSI. J'ai été à différents postes, développeur, chef de projet intégration logicielle. J'ai été aussi directeur de projet, bras droit de directeur informatique dans des groupes. Et aujourd'hui, je dirige donc cette société MedusOne, qui est une TPE. On est 7 dans la société, 5 développeurs, un directeur technique et moi-même. Et donc, on développe des logiciels, des solutions à destination de nos clients. Donc, on va se concentrer un petit peu aujourd'hui, je pense, sur cette partie IA. Oui, c'est le thème du jour. Mais vous avez une expérience finalement très variée de l'informatique. Oui, c'est assez large en effet. Néanmoins, l'IA s'intègre de manière logique en fait dans nos activités, puisque il s'agit d'un logiciel. On parle de data et de logiciel de manière classique. L'IA permet de faire de belles choses. Encore faut-il en fait lui faire confiance. C'est ça. Donc cette année, nous, on a développé et mis en production une première solution IA qui s'appelle T-Bot. Donc c'était en juin de cette année. T-Bot, en fait, c'est une IA. Alors on l'a appelée T-Bot l'IAPI. Pourquoi on l'a appelée l'IAPI ? Tout simplement parce qu'elle est hébergée ici à La Réunion. Donc ça veut dire que par rapport à d'autres systèmes d'IA que vous utilisez classiquement, où les serveurs vont être aux États-Unis, en métropole ou en Asie, nous on a fait le choix en fait d'installer ce système d'IA ici et d'assurer à nos clients la confidentialité et la sécurité de leurs données. C'est-à-dire que quand on utilise notre système, les informations sont stockées et ça reste confidentiel et elles restent à La Réunion. Personne ne peut y avoir accès, elles sont chiffrées. Et ça prend un petit peu à contre-pied finalement ce qui se fait aujourd'hui, parce que nous on pense que pour avoir confiance dans une IA, il faut savoir en fait dans quelle mesure elle va traiter vos données. C'est ça, et peut-être réaliser toute la chaîne de traitement depuis le moment où nous on envoie notre requête et où la réponse oui, alors bien sûr l'IA en elle-même c'est une solution qui va s'intégrer parmi d'autres. Donc quand on parle d'automatisation par exemple avec des systèmes comme je prends un peu des termes techniques, mais s'il y a des questions sur ces sujets-là, j'y répondrai avec plaisir. N8N, c'est un système d'automatisation qui peut venir se coupler avec de nombreuses briques techniques et logiciels, dont l'IA. Et on embarque en fait sur nos infrastructures également des systèmes d'automatisation, ce qui fait que vos données en fait sont totalement protégées et restent au même endroit. D'accord. Oui, finalement, la confiance, c'est pas uniquement sur les systèmes d'IA, ça peut être sur la donnée en règle générale, les algorithmes en règle générale. Oui, et vous n'êtes pas sans savoir que ce qui est important au niveau des IA, c'est aussi la qualité des données qu'on va leur donner pour s'entraîner, pour les former. Peut-être qu'un premier step de la confiance, en fait, c'est ces données, en fait, c'est la qualité des données qu'on va mettre à l'intérieur, puisqu'en fait, l'IA va se baser là-dessus pour pouvoir nous répondre. Ouais. Je suis également ambassadeur IA à La Réunion, donc ça c'est un titre, donc c'est porté plus par l'État et le ministère de l'économie et de l'IA. Ambassadeur de l'IA, donc c'est la mise en application du plan Oser l'IA qui se décline en 3 axes, donc sensibiliser et favoriser l'adoption de l'IA
auprès des TPE-PME, former via une académie d'IA qui est mise à disposition et accompagner les entreprises pour identifier les solutions d'IA qui sont les plus pertinentes par rapport à leurs besoins. Donc on accompagne également avec cette casquette d'ambassadeur de l'IA, on est une dizaine à La Réunion, les entreprises réunionnaises pour intégrer l'IA au mieux dans leur quotidien, dans leur activité. D'accord. Voilà, donc c'est un réseau national d'ambassadeurs IA avec national, des actions et des ressources. Initialement, on était 300. Alors c'est réparti par région. Il y a aussi des ambassadeurs sectoriels. Il me semble qu'il y en a par métier, par spécialité. Par métier en fait. Donc il y en a un également à La Réunion. On a la chance d'avoir un ambassadeur sectoriel à La Réunion. Voilà, ça c'est je trouve une belle initiative et ça sort un petit peu du cadre entreprise classique pour venir en fait prendre un petit peu de recul et se demander réellement ok, qu'est-ce que c'est qu'une IA, comment on s'y acculture, comment on la comprend, comment on la met en place au mieux et quelque part pour nous c'est de notre responsabilité en tant que professionnel de l'informatique de contribuer à cet élan. Oui. Et d'aller expliquer aussi quelle est la plus-value, quels sont les risques à éviter, parce que pour beaucoup, en fait, c'est un sujet qui peut être opaque dès lors qu'on commence à rentrer un petit peu dans le fonctionnement en fait, de ces IA. Oui. Comme je disais tout à l'heure, c'est du logiciel. Ça peut paraître simple de prime abord. On rentre facilement dedans. ChatGPT, c'est l'application qui a eu le plus fort taux d'adoption de tous les temps, en fait. Et quelque part, du coup, on a l'impression que c'est facile. Alors, c'est facile de rentrer dedans. C'est un peu plus compliqué de l'intégrer dans une entreprise. Oui, il y a un écart entre la simplicité d'usage et après les principes de fonctionnement et de réelle intégration pour que ça puisse être un outil fiable aussi. Oui, parce que l'IA n'est pas un produit magique. Elle a ses propres travers et donc il faut les maîtriser, il faut les comprendre pour que ça puisse s'intégrer au mieux dans l'entreprise, dans les processus et que ça puisse apporter plus de valeur que de ceci au quotidien. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait manquer de confiance dans un outil d'IA ? Je pense à ChatGPT, mais il y en a bien d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'il faut qu'on fasse attention quand même dans notre usage de ces outils-là ? Du coup, un petit peu, d'un point de vue un peu formel, je suis allé chercher dans la définition de la confiance dans le dictionnaire Larousse, en mode low-tech. Donc c'est le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre ou à quelque chose. Donc la confiance, c'est ça. Donc là, on est plutôt avec l'IA dans se fier à quelque chose. Donc est-ce qu'on peut faire confiance ou pas ? Alors je pense qu'avec un peu d'expérience, on peut se dire que l'IA de confiance, ça doit être quand même un vaste sujet. Et c'est ce qu'on va explorer, quoi. Parce que il y a beaucoup de thèmes différents en fait, qui peuvent alimenter cette confiance. On a parlé de la qualité des données tout à l'heure, mais voilà, on peut parler aussi de la légalité des systèmes. Il faut que nos systèmes d'IA soient conformes par rapport au droit européen et national. Donc ce caractère licite, on a un caractère éthique aussi. Donc de la manière dont l'IA est formée et fabriquée, elle va comporter certains biais qu'on pourra évoquer tout à l'heure. Il y a aussi les aspects de transparence, donc comment l'IA fonctionne, comment elle est formée, à partir de quelles données. Donc de manière générale, la transparence du système tel qu'il a été créé et dans son fonctionnement. Ce qui va un petit peu avec la notion d'explicabilité aussi. Donc quand l'IA nous donne un résultat, de savoir l'expliquer et comprendre d'où ça vient. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et pour le comprendre et l'expliquer, il faut aussi soi-même être en mesure de le comprendre et de l'expliquer. Donc ça veut dire que souvent, quand on parle de validation humaine dans les processus, c'est des personnes qui sont en mesure de challenger les réponses de l'IA et de dire ok, non, là elle a raison, là elle a tort, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut être expert de la question qu'on lui pose ou comment on peut faire ça ? Souvent il faut avoir de bonnes notions quand on travaille avec une IA pour interpréter
et comprendre le résultat qu'elle va nous fournir. D'accord. Alors sur des choses simples, on va dire que c'est pas très grave, on va s'en rendre compte. On peut demander à l'IA des choses aussi beaucoup plus compliquées. Et là, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je suis moi-même en mesure de qualifier ce résultat pour pas le prendre tel quel, et puis potentiellement il peut y avoir des erreurs à l'intérieur, des hallucinations. Voilà. Donc il vaut mieux éviter de lui faire générer tout le code de notre application et l'utiliser tel quel, quoi. Alors Si je caricature un peu. d'expérience, l'IA, alors c'est un très bon cas ça sur le code, parce que c'est vraiment notre métier, et donc on l'intègre au quotidien dans nos processus de développement. D'expérience, partir sur trop de génération de code trop rapidement, ça cause des problèmes, parce qu'on va mettre plus de temps à relire le code, à le qualifier, à le comprendre, que si on l'avait écrit nous-mêmes. Donc il y a toujours cette... c'est pas forcément un domaine où on va gagner du temps, enfin ça dépend comment on peut gagner du temps. En fait le développement, il faut voir ça comme sous la forme d'un processus où il va y avoir beaucoup d'étapes. En fait on va faire des cahiers des charges, des spécifications techniques, on va développer, on va tester, recéter, mettre en test pour les utilisateurs, etc. En fait dans toutes ces étapes, il ne faut pas se dire que l'IA va pouvoir remplacer quelque chose là-dedans. Par contre, elle va s'intégrer, elle va venir supporter le travail qu'on va réaliser sur chacune des étapes. Donc elle peut être une aide rédactionnelle sur les spécifications, elle peut être une aide à la génération de code, elle peut générer des tests unitaires, elle peut générer des commentaires, elle peut générer beaucoup de choses. On peut générer une interface graphique très rapidement. Tout est une histoire de maîtrise en fait. Quand on génère du code et on génère une application, il faut savoir la relire et la qualifier derrière. Alors bien sûr, on peut générer du code et après demander à une autre IA de requalifier le code, mais bon, à un moment donné... Mais en même temps, on ne maîtrise pas tellement le process dans ce cas. Il faut garder en tête cet aspect maîtrise. C'est très efficace l'IA pour réaliser des POC, des proof of concept, des preuves de concept. Donc on se pose une question, on se dit, est-ce qu'on est en mesure de réaliser une certaine chose ? Voilà, on a un besoin en application. Et là, l'IA en fait va pouvoir nous produire très rapidement cette preuve de concept. Alors oui, en effet, ça pourrait ressembler à ça pourrait s'intégrer de cette manière-là. Très souvent, ce code-là ne sera pas le code qu'on mettra en production. Ça sera un code qui prouve que c'est possible. Oui. Ensuite, on se posera des questions d'architecture, de robustesse, de l'application, etc. D'accord. Oui, c'est plus pour faire un démonstrateur, en fait, pour voir si ça peut fonctionner. Et après, on fait les choses, entre guillemets, proprement. Exactement. Donc là, je listais un petit peu différents points. J'ai fait mes devoirs. Et c'est aussi c'est toute une litanie de sujets, mais quelque part, ça montre aussi la complexité de se dire comment on fait confiance à une IA. Légalité, éthique, transparence, explicabilité, robustesse. Alors ça sont les principes en fait qui sortent en premier. Quand vous faites une recherche sur Internet, une recherche dans une IA, vous lui demandez comment on définit une IA de confiance. Ce sont les 5 premières réponses qui vont apparaître. Aujourd'hui, moi je pense qu'il y a 2 éléments qui manquent réellement, qui vont être une IA de confiance. Ça doit être aussi une IA qui porte les sujets de l'inclusion et de l'accessibilité. Donc des personnes, en fait, elles devraient pouvoir être utilisables par tout le monde. Et ça devrait être une cible dès la conception, by design, quelque part. Dès le début, on prend ces considérations-là en compte. Se dire qu'on rend l'application accessible dès les premières versions. Et donc hier, j'ai eu la chance de participer au NEC, le numérique en commun, qui a lieu encore aujourd'hui au domaine MoCA à Saint-Denis. Et ces sujets d'inclusivité et d'accessibilité sont extrêmement importants. Ils vont répondre à une partie de la population, des besoins de la population. Et en plus de ça, on a vu hier en conférence que ces sujets d'innovation numérique, de manière générale, pouvaient être repris ensuite pour la majorité des gens. C'est-à-dire qu'on va se poser la question de l'accessibilité et de l'inclusion. On va développer des nouvelles fonctionnalités en rapport.
Et en fait, on s'aperçoit, après quelques mois, quelques années, en fait, la majorité des gens utilisent, en bénéficient voilà. Et du coup, de fait, l'utilisent. Uniquement sur les porteurs de handicap, parce que finalement, ça bénéficie à tout le public. Et se poser ces questions-là, ça aide en fait à avoir aussi des réflexions sur l'ergonomie de ce qu'on est en train de mettre en place, l'accessibilité, etc. Et donc, derrière, avoir un très bon taux d'adoption. Il y a aussi la notion d'environnement. Quand on parle d'IA, il faut aussi parler d'environnement. Est-ce qu'on peut faire confiance à une IA qui consomme l'équivalent d'une production de centrale nucléaire aujourd'hui? Ce sont des questions qu'il faut se poser quand on choisit un système. En tout cas, à mon sens. Comment on pourrait faire confiance à une IA qui est en train d'abîmer la planète, quelque part? Voilà. Oui, apparemment, les serveurs pour faire tourner certains outils d'IA sont gigantesques et consomment énormément de. Voilà, on a des méga data centers qui sont déjà en place et puis qui sont en train d'être produits. Il y a tout, bien sûr, les personnes qui font ça ne le font pas n'importe comment également. En fait, il y a tout un aspect environnemental, mais bon, il suffit de s'intéresser un petit peu à la question pour s'apercevoir très rapidement des limites de ce qui est mis en place. Donc, évidemment, si vous me posez la question, je vous dirais qu'on fait aussi attention à ce qu'on met en place ici à La Réunion, d'autant plus puisqu'on est sur une petite île au milieu de l'océan Indien. Ces aspects d'environnement sont pris en considération dans ce qu'on fait, et donc on va mettre à disposition des modèles qui sont pas sous-dimensionnés, mais plus par rapport à plus léger, ce qu'on peut avoir dans le commerce où on se pose pas trop la question. Nous, à La Réunion, on se dit ok, on offre un système d'IA aux Réunionnais, mais c'est quelque chose qui doit être dimensionné de la bonne manière, et on doit maîtriser notre impact environnemental. Et ces deux sujets-là, d'inclusion et d'accessibilité et d'environnement, 3 sujets du coup, ne sont pas repris un petit peu dans ce qu'on va retrouver. Et je trouve qu'en faisant ces recherches, je me suis dit, tiens, on a mis encore le doigt sur un biais des IA, puisqu'en fait elles sont générées à partir de données publiques. Et ce que ça veut simplement dire, c'est que ces deux sujets-là ne sont pas suffisamment mis en évidence. Oui, ils sont moins documentés peut-être que sur la toile, et moins documentés. La robustesse, l'éthique, l'explicabilité, qui sont des sujets peut-être plus anciens par rapport au développement durable et l'accessibilité numérique. Oui, plus ancien, et je pense même qu'aujourd'hui, ça manque toujours de visibilité. Et donc hier, en conférence, on s'est engagé avec Medeswan à apprendre et à porter en fait ce type de sujet dès la conception de nos applications. Voilà, ça fait pas mal d'informations. On va essayer de décrypter un petit peu tout ça dans la suite. J'ai pas parlé de souveraineté, mais c'est un sujet un petit peu sous-jacent à l'IA de confiance. C'est aussi un élément qu'on doit prendre en compte dans sa réflexion aujourd'hui, qui est la souveraineté. Alors la souveraineté, elle a beaucoup d'aspects différents. Elle peut être technologique, intellectuelle, culturelle. Voilà. Il y a différents types de souveraineté. Alors sur l'IA, quelque part, on est plus dans la technologie. Donc, l'idée aussi, pourquoi avoir mis en place une IA à La Réunion, c'était de lui faire porter nos valeurs. Donc ça, vous l'aurez compris, je pense. Et dans la confiance qu'on peut lui accorder, se poser aussi la question de la souveraineté. Donc, c'est important, à notre sens aujourd'hui chez Medeswan, et puis il y a beaucoup de personnes qui ont ces idées à La Réunion. C'est important que La Réunion soit moteur sur ces sujets, possède les compétences pour développer ce genre de système. Parce qu'en cas de problème, il faut pouvoir réagir, et c'est pas une société à des dizaines de milliers de kilomètres qui va venir vous filer un coup de main. En général, on l'a vu très récemment avec l'actualité sur Cloudflare, d'autres outils où on sait que comme on n'a pas la main dessus, s'ils décident de couper ou s'ils ont un problème eux-mêmes, on se retrouve coincé. Il y a des soucis avec AWS également ces dernières semaines. Donc nous, on n'est pas, on travaille également sur réduire cette dépendance, que ce soit sur l'IA ou sur d'autres systèmes
En fait, il faut s'intéresser à tout ce qui est open source et puis regarder ce qu'on peut installer soi-même sur ses serveurs, etc. Donc nous, en interne, on fait aussi un petit peu le choix de cette souveraineté et on va utiliser des solutions open source, alors les gros mots on-premise, donc c'est des applications qu'on peut installer nous-mêmes sur nos serveurs. Et open source, ce sont des logiciels auxquels on a accès aux sources, on peut regarder comment ça a été construit, on peut participer au développement du logiciel. Donc nous, on fait plutôt ce choix-là aujourd'hui, d'être acteur et transparent, puisque ça va aussi avec la confiance, la transparence, dans nos développements. D'accord. Voilà, donc ça c'était une petite introduction à l'IA de confiance. Maintenant, on peut prendre un peu de temps pour évaluer un petit peu chacun de ces paramètres-là. Il y a donc sur la transparence, la transparence que j'évoquais juste avant, sur les données d'entraînement des modèles. Aujourd'hui, quand je fais des petites conférences avec les ambassadeurs IA, je m'aperçois, ou lors d'entretiens, je m'aperçois que cette notion de data n'est pas encore trop intégrée dans la réflexion des dirigeants ou des gens de manière générale. Quand on dit data, ça veut rien dire en fait. C'est un gros mot. Oui, ça ne représente pas concrètement c'est quoi la data. Et on n'a pas trop de représentation de ce que ça peut être. La donnée, en fait, elle est extrêmement importante, mais la donnée de qualité. Quand on dit qualitatif, ça veut dire que c'est une donnée qui est qualifiée et qui correspond à quelque chose de tangible, de réel, qui n'est pas quelque chose de généré ou de mélangé. Alors comment on peut dire ça? Par exemple, vous allez avoir un document dans lequel vous allez avoir des images, du texte, beaucoup de choses différentes, et vous voulez le faire intégrer à une IA, il va falloir qualifier un petit peu le document. Alors je schématise, il y a d'autres exemples, mais on va nettoyer la donnée pour la rendre la plus intelligible possible au système d'IA qui va l'absorber ou apprendre avec. Ça, c'est très important. Et une notion qui connexe, en fait, ça va être que ces données doivent être aussi libres de droit. On ne peut pas créer des systèmes d'IA sans avoir des données soit libres, soit qu'on a achetées, dont on est propriétaire. Il y a eu quelques affaires ces derniers mois où des sociétés ont été condamnées à de lourdes amendes parce qu'elles avaient utilisé des livres pour entraîner leur modèle d'IA, par exemple. Des livres, il y avait les droits d'auteur, tout simplement. Et ça peut être démontré, ça? Parce que je pensais que la difficulté dans ce genre de cas-là, c'était que c'était difficile de retrouver la source exacte et de vraiment justifier qu'une base de données propriétaire avait été exploitée. Ils ont réussi à le prouver, en tout cas. Je n'ai pas les détails du jugement et du procès, mais en tout cas, l'entreprise a été condamnée. Alors, je crois que c'était une amende à plus d'1 milliard de dollars. Donc, c'est des sujets qui sont sérieux et qu'il faut vraiment prendre au sérieux, Je pense que ça a été un gros révélateur, bonne jurisprudence, jurisprudence sur ce sujet. Quand on veut mettre une IA en place, alors de toute façon, que ce soit, parce qu'on parle beaucoup d'IA, mais on vient de la data, de la BI plus classiquement, c'est toujours les mêmes réflexions qu'il faut avoir. C'est pas nouveau, quelque part, cette propriété des données, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est juste que on a formé des méga systèmes d'IA qui sont allés aspirer toutes les données disponibles, voilà. Et donc maintenant, ils ont quelques soucis avec ça, en effet. Mais bon, c'était la course, chacun a pris ses décisions et j'espère qu'ils ont budgété cette amende, en tout cas, pour eux. Donc c'est ça, en fait, ces aspects de transparence, transparence sur comment l'outil est construit, et puis
transparence aussi sur la réutilisation des données des utilisateurs ou utilisatrices en fait, qui vont utiliser les systèmes. Ça, c'est un sujet qui nous tient à cœur particulièrement, puisque quand vous utilisez un système d'IA, il faut savoir si vos données, enfin les données que vous allez mettre à l'intérieur, où elles vont être stockées, est-ce qu'elles vont être réexploitées derrière, parce qu'en fait elles peuvent être assimilées par l'IA que vous êtes en train d'utiliser, ou même revendues. Donc quand on signe avec un éditeur, voilà, c'est des questions auxquelles il faut vraiment avoir des réponses. En général, c'est indiqué dans les politiques de confidentialité ou conditions générales de vente, etc. Il faut prendre, ça prend quelques minutes. Vous allez sur le site de l'IA en question, vous allez regarder tout en bas, vous avez les petites lignes. Alors c'est un petit peu rébarbatif, et comme disait Michel Auré hier, vous avez une IA à votre disposition pour synthétiser ces conditions générales, donc faites-vous plaisir, c'est un cas d'usage. Voilà, savoir où vont être stockées les données et ce que l'éditeur va en faire, c'est extrêmement important. Il ne faut pas se dire que parce qu'on paye, nos données sont en sécurité, ne seront pas exploitées, ce n'est pas le cas. Il y a des gros du marché, il suffit d'aller voir, il y a 5, 6, 7 offres différentes, du public, du grand public, aux pros, entreprises. Et en fait, suivant les offres, vous allez avoir différents niveaux de réutilisation de vos données. Alors, ça n'empêche que ces acteurs, très souvent, sont conformes, RGPD, en tout cas s'affichent comme tels. Alors ça, c'est des questions que je me pose aujourd'hui, c'est comment, une fois que la donnée est assimilée, intégrée dans ces modèles-là, comment on peut revenir en arrière sur les données personnelles, par exemple. Voilà, si elles sont intégrées au modèle, oui, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment moyen de les retirer, alors qu'il y a un droit à l'oubli, normalement. Mais voilà. Et donc, pour moi, ils ont dû développer des procédures pour le faire, mais je ne me suis pas forcément documenté plus que ça sur le sujet. Donc voilà, la transparence, savoir où on met les pieds. La transparence, pour moi, c'est un des premiers critères de confiance, un pilier. Ensuite, l'explicabilité, savoir expliquer les résultats de l'IA. Il y a deux possibilités. Soit l'IA va vous montrer tout son raisonnement. Ça, il y a pas mal de systèmes qui fonctionnent comme ça aujourd'hui. Et c'est très bien, en fait. Elle va vous dire, par exemple, vous allez générer un document, une présentation avec un système dédié. Et elle va vous dire je suis en train de créer la première slide, je mets ça à l'intérieur parce que je l'ai découpé en plusieurs axes, patati patata. Et ça, c'est relativement intéressant parce que une fois que vous avez le résultat, vous pouvez remonter en fait sur tout son cheminement pour arriver jusqu'à là. Et ce qui vous permet, si le résultat n'est pas conforme à vos attentes, de voir à quel moment ça a pêché, de comprendre son fonctionnement et puis de reprompter un petit peu derrière, mais que ce soit efficace. Sur l'explicabilité, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais sur la partie compréhension du résultat, donc on regarde comment il a généré le résultat et ensuite on essaie de comprendre est-ce que le résultat est valide ou pas, et ça c'est notre propre expertise du sujet qui peut nous aider. Si jamais on n'est pas expert, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à solliciter quelqu'un, tout simplement, ou à comparer peut-être avec un autre modèle d'IA. Alors je suis un petit peu... je suis pas fan de ce genre de solution, parce qu'on se dit qu'on a déjà consommé de l'énergie pour générer un certain résultat. Ensuite, on va solliciter un deuxième modèle et un troisième modèle. Alors ok, ça permet de comparer, mais ça nécessite aussi pas mal d'énergie supplémentaire juste à titre de comparaison. Et quelque part, je trouve ça un petit peu dommage. Alors je crois que c'est Noël qui me parlait Comparia, effectivement, qui permet
Voilà. de comparer des modèles entre eux. Oui, alors il y a ce système-là, mais aussi Noël me disait que simplement un cerveau c'est 30 watts. Et donc pourquoi pas demander à son voisin qui est un peu plus expert que nous sur un sujet si le résultat lui semble cohérent. Ouais. Et là c'est plutôt que lui demander la tâche, on lui demande une validation quelque part. C'est peut-être un juste milieu entre solliciter un humain sur une tâche complète ou juste une validation. Ça peut faire partie de notre processus quand on utilise une IA. On obtient un résultat, on n'est pas sûr du résultat. Et donc là, on a deux choix. C'est est-ce qu'on demande à son voisin qui est lui est plus expert que nous sur ce sujet, ou on demande à une autre IA un avis. Voilà. Bon, ça dépend des conditions, mais ce qui est important, c'est de ne pas oublier que ce sont des systèmes qui viennent nous assister et que la relation humaine, elle est toujours là et elle n'est pas remplacée, et qu'il faut surtout être pragmatique dans ses choix. Si je connais quelqu'un qui peut m'aider sur un sujet, autant lui poser la question tout de suite, plutôt que demander à 3 IA différentes, et à la fin même, vu que vous n'êtes pas expert, vous serez peut-être même pas sûr du résultat. Oui, finalement, comme ce sont les mêmes systèmes, même si le modèle par derrière n'est pas exactement le même, on n'a quand même pas de certitude absolue que le résultat soit bon. C'est ça. Donc c'est les limites de ces systèmes d'IA générative. Voilà sur l'explicabilité. Il y a un sujet qui est très important. Là, je parle de piliers, donc c'est vraiment des choses qui sont fondamentales. C'est la robustesse du système. Donc dans la robustesse, on va mettre différentes choses. La technique, la sécurité, la personne qui vous fournit, l'entreprise qui vous fournit le logiciel, robuste, pas robuste. En fait, c'est une notion qui est assez large et qu'on peut appliquer à pas mal de domaines. Et ça revient quelque part à se poser la question de manière classique également sur un logiciel classique quand je choisis de mettre en place un CRM, un ERP, voilà, des gros mots, mais des logiciels d'entreprise, ou pour soi-même, de se poser la question de la robustesse. Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, l'informatique, le digital, la numérisation est partout, et donc souvent les logiciels sont devenus un petit peu les colonnes vertébrales dans les entreprises. Le logiciel s'arrête, l'entreprise s'arrête de fonctionner. Aujourd'hui, il y a une criticité des systèmes informatiques dans les entreprises. Le fait d'intégrer de l'IA, donc on ajoute un système supplémentaire, là où on avait notre logiciel de gestion, d'encaissement, de gestion de ses produits, etc. On vient ajouter encore une surcouche logicielle IA, souvent automatisation, c'est les couples. Et donc il faut encore se poser la question. Parce que si j'ai automatisé mon processus commercial, certains de mes process RH, ma gestion de stock, j'ai ajouté de l'IA à différents endroits. Si le fournisseur, chez le fournisseur, ça ne fonctionne plus, il y a une panne, ça veut dire que à tous ces endroits dans votre société, l'activité va s'arrêter en fait. Et ça, il faut en avoir conscience quand on choisit l'entreprise, l'éditeur avec qui on va travailler. Et donc, avoir un éditeur local, ça peut être intéressant. C'est aussi pour ça qu'on a joué la carte du local, pour accompagner au mieux nos clients. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, si on a une société, un éditeur qui est à 10 000 km de nous, voilà, c'est un peu plus compliqué souvent d'avoir des échanges, et puis d'avoir quelqu'un dans son bureau quand c'est la panade, on peut avoir quelqu'un en physique. C'est un aspect aussi assez rassurant. Voilà, donc la robustesse, c'est la robustesse de l'application, la robustesse de l'éditeur qu'on va choisir. Quand je parlais de technique tout à l'heure, donc avec l'IA, il y a de nouveaux enjeux au niveau de la sécurité de l'IA. Initialement, on parlait de sécurité informatique de manière plutôt classique. On a tous maintenant été un petit peu acculturés, ou en tout cas il y a de nombreux plans et programmes qui sont en cours. D'ailleurs ici à La Réunion, de nombreuses actions qui sont mises en place pour la cybersécurité, acculturer les dirigeants, mettre en place des bonnes pratiques dans les entreprises.
là, sur l'IA, on est sur de nouveaux systèmes techniques et donc on a de nouvelles manières de hacker quelque part ces systèmes. Et donc quand on vient parler de sécurité sur ces solutions-là, il y a la sécurité classique de l'infrastructure, de la conception de l'application, mais il y a aussi la sécurité du modèle d'IA en lui-même. Parce qu'en fait, un modèle d'IA, il a des sécurités intégrées. On ne peut pas lui demander n'importe quoi, et si vous lui demandez poser des questions sur comment fabriquer, j'en sais rien, une bombe ou quelque chose d'illégal, de faire quelque chose d'illégal, très souvent il va vous dire par défaut je ne peux pas répondre à cette question, ça enfreint les lois dans votre pays, des choses comme ça. Donc ça, ce sont des sécurités. En fait, la réponse, il l'a. L'IA, elle a la réponse. Mais il y a des sécurités qui sont intégrées et qui permettent d'avoir des garde-fous. Et ces sécurités-là, quand on dit sécurité, il y a toujours des gens pour essayer de contourner les sécurités. Et donc on est reparti sur le même jeu du chat et de la souris qu'on avait déjà sur de la cybersécurité classique. Là, on a l'IA, c'est une nouvelle brique technologique. Et les hackers se disent aussi, ok, comment j'exploite en fait les vulnérabilités de ces modèles d'IA ? Comment je rentre à l'intérieur ? Comment je réussis à exfiltrer des données, etc. Et ça, en fait, ce sont des nouveaux domaines sur lesquels il faut vraiment rester en alerte et pouvoir appliquer des correctifs ou mettre en place des garde-fous pour éviter ce genre de choses. Donc il y a différentes techniques. Alors je m'en étais noté 2 qui sont assez parlantes, puisque tout à l'heure on a parlé des données, de la qualité des données. On peut faire du data poisoning. Donc ça, c'est des gens qui vont injecter des données de mauvaise qualité ou des données on va dire piégées dans votre données d'apprentissage de votre IA. Et une fois qu'elles sont à l'intérieur, en fait, ça ouvre des portes pour qu'ils puissent y rentrer. D'accord. Voilà, mais il faut que ce soit vraiment massif pour que ça puisse avoir un impact sur le modèle, alors. Oui. Ouais. Après, des modèles, il y en a des énormes et il y en a des petits. Ouais. Les entreprises développent aussi leurs propres modèles, etc. Ça peut être très ciblé. On parle souvent des LLM, Large Language Model, et il y a aussi les SLM, les Small. Donc par exemple notre T-Bot, c'est un Mistral Small, donc c'est un modèle qui a un peu moins de capacité mais qui est très performant pour les usages du quotidien et d'un point de vue environnemental qui consomme pas trop. Cette notion d'injecter de la data, elle peut se faire si on a suffisamment d'informations sur un système, on peut réussir à injecter de la data de mauvaise qualité et puis derrière de pouvoir faire ressortir des choses. D'accord. Ça, c'est une méthode. Il y en a beaucoup d'autres. Une deuxième que j'avais mise, c'est qui peut parler, c'est la prompt injection. Donc là, on va écrire un prompt qui va essayer de retourner les défenses qui ont été mises en place pour passer au travers. Et donc venir extraire de la donnée de l'entreprise, parce que souvent les entreprises mettent des données confidentielles dans leur propre système si elles ont développé leur modèle. Et là, l'idée, en fait, c'est quand on parle avec une IA, on parle de prompt, donc on écrit une requête qu'on va lui soumettre, et dans cette requête, il y a des moyens de lui parler de certaines manières qui lui font en fait ça fait basculer, en fait les garde-fous ne servent plus à rien et on peut accéder à des informations sensibles. Voilà. D'accord. Donc c'est un nouveau champ, enfin je dis nouveau, maintenant ça fait quelques années, mais c'est des choses qu'il faut avoir en tête également. Alors bien sûr, quelque part ça c'est du rôle de l'éditeur de s'assurer de ces choses-là. Hein. C'est pas forcément quand vous choisissez une solution. Il faut les avoir en tête quand même. En tout cas, ça existe et c'est des éléments sur lesquels on peut aussi aller poser des questions. Voilà, donc je parlais de robustesse technique, des robustesses de la société qui on va travailler. Donc on comprend bien que cette sécurité, c'est aussi un des piliers centraux de l'IA de confiance. Voilà, j'ai encore 2 autres sujets qui sont l'équité, la confidentialité, la protection des données. Quand on parle d'équité, d'éthique, il faut être bien conscient des biais
On en a déjà parlé tout à l'heure, donc on va peut-être pas repasser sur le sujet, mais les IA sont formées à partir de données. Ces données, elles ont c'est pas les données qui ont des biais, mais c'est l'IA à la fin en fait qui exploite ces données, qui elle va avoir un biais. Donc tout à l'heure on avait le très bon exemple de l'inclusion ou de l'environnement. Quand c'est pas des choses qui vont naturellement ressortir quand on parle d'IA de confiance, quand on va faire une recherche sur l'IA de confiance sur Internet ou sur des modèles d'IA. Donc ça c'est un biais, il y en a d'autres. Ces biais, les éditeurs en sont conscients également, ceux qui génèrent les grands modèles connus. Ils essayent d'y travailler au quotidien. Et le biais, c'est pas forcément quelque chose de choquant. Mais c'est plutôt sur la représentativité ou la représentation du monde pour l'IA qu'on est en train d'utiliser. C'est-à-dire que si vous utilisez un système américain, il va avoir tendance à être formé. Il y a des études là-dessus. Alors je les ai pas prises, mais il suffit de faire quelques recherches également sur Internet là, et puis on trouve des graphiques assez parlants. On va voir en fait les biais en fait des IA qu'on va utiliser par rapport au pays dans lequel elles auront été entraînées, puisque évidemment, enfin logiquement, les quantités de data nécessaires pour entraîner ces modèles sont astronomiques, et les pays vont d'abord piocher dans leurs données nationales quelque part, et ensuite aller regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc si on est sur une IA développée aux US, elle aura tendance à avoir une vision du monde d'un Américain quelque part. Et si on utilise Mistral pour la France, elle aura une vision un peu plus européenne centrée, on va dire ça comme ça. Idem pour DeepSeek côté asiatique. Il faut l'avoir en tête aussi. C'est souvent dans les réponses, ça va être vraiment une sensibilité. C'est des choses qui sont assez fines et qu'on va pas forcément voir dans tous les résultats. Néanmoins, il faut l'avoir en tête, je pense. Donc ces biais, les éditeurs y travaillent, mais naturellement ils proviennent des données d'entraînement, et donc Est-ce que c'est résolvable comme problème, parce que finalement les modèles sont construits à partir de ce qu'il y a sur Internet, et est-ce que Internet lui-même n'est pas finalement biaisé par rapport aux gens qui y ont accès et qui y déposent du contenu? Si, totalement. Donc, ouais. Alors, ça va pas être évident. Je pense que c'est des sujets qui doivent être travaillés. Alors, c'est des sujets du coup qui coûtent cher, parce qu'en fait, la donnée, on peut aussi la générer soi-même quelque part. On peut payer des équipes pour générer des données. Il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la génération de données textuelles, vocales. Voilà, et qui vont vendre en fait ces données à d'autres sociétés qui vont en avoir besoin pour entraîner leur modèle d'IA. Et du coup, ça permet de s'affranchir de cet aspect de propriété intellectuelle sur les données qu'on utilise, puisqu'on les aura achetées à une société qui vous prouve que les données vous appartiennent. Donc ça, c'est l'aspect légal, donc on se met en conformité. Après, il y a aussi quelques reportages et quelques informations sur ce type d'activité, où il y a certaines entreprises qui vont aller exploiter, quand on veut générer de la donnée, c'est sûr que si on demande à quelqu'un en France et si on demande à quelqu'un en Inde de faire le travail, si les deux personnes parlent correctement français, qu'on a besoin de texte en français, faire du offshore et aller chercher des équipes dans d'autres pays où le coût de la vie est plus bas, c'est quelque chose qui va se faire, quoi. Ça se fait déjà dans beaucoup d'autres activités, donc ça c'est un nouveau métier quelque part. Quand je dis nouveau, tout est relatif, ça fait quand même maintenant quelques années que ça existe, mais on voit que derrière il peut y avoir aussi une certaine exploitation des travailleurs dans ces pays-là. Et quand je parle de confiance en son éditeur, c'est aussi se renseigner sur ce genre de choses. Donc de où proviennent les données, qui vous les a fournies, quel était votre fournisseur de données. Bon, ça va très loin, on va pas passer son temps à faire ça, mais ce que je veux montrer aussi, c'est la complexité quand on veut choisir une solution.
c'est pas si simple. C'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Alors, professionnel de l'informatique, on a conscience de toutes ces choses. Et quelque part, on essaye de faire au mieux sur tous ces sujets. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous dire que Thibot est raccord à 200% sur l'intégralité de ces sujets. Par contre, on les a bien en tête et c'est des sujets qu'on travaille au quotidien. Et donc, on augmente quelque part notre niveau de qualité et de confiance sur nos systèmes au quotidien. Parce qu'on garde ça en tête. Voilà, donc il y avait aussi sur la partie des piliers tout ce qui était confidentialité et protection des données, donc on en a parlé, et moi j'ajoute du coup cet aspect inclusion et puis accessibilité qui me paraissent être tellement important aujourd'hui. On peut difficilement je crois même qu'il y a une loi qui est sortie pour forcer tous les sites web à rentrer en conformité par rapport à l'accessibilité. Et ça devrait être la même chose pour les IA, pour les logiciels qui en découlent, etc. Et se poser, comme je le disais tout à l'heure, se poser ces questions-là, ça amènera inévitablement du bon pour tout le monde. Alors bon, on a parlé de beaucoup de sujets. Peut-être on comprend aujourd'hui que l'IA de confiance peut être sur plusieurs niveaux. Ça dépend quelque part où on va soi-même mettre le niveau de confiance. D'ailleurs, je pense que dans les relations humaines, on ne fait pas jamais 100% confiance à quelqu'un. En fait, on va avoir certains niveaux de confiance. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît très bien? C'est un ami d'enfance? C'est quelqu'un de la famille? Un frère, une sœur, un parent? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on a rencontré qu'une fois, etc. On peut faire confiance. Et je pense qu'il y a une certaine granularité dans la confiance qu'on va amener dans nos relations humaines. Ça paraît logique. Et quelque part, je pense que c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir avec les IA, c'est de se dire ok, je prends telle IA parce que j'ai un besoin bien particulier. D'ailleurs, je ne l'ai pas assez dit, mais quand on choisit un système informatique, c'est pour répondre à un besoin. Il faut être bien au clair sur son besoin à la base. Donc, je referme la parenthèse. Donc je choisis mon système d'IA et je me dis quel niveau de confiance je peux lui accorder au regard de tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à maintenant. Et donc ça faut amener sa réflexion par exemple à se dire ok, dans mon besoin j'ai des données, mais c'est des données d'ordre public. Donc en fait qu'elles soient assimilées ou pas par un système tiers, peu m'importe. De toute façon, ça va se retrouver sur Internet, il n'y a pas de souci. Dans les données qui vont transiter, il y a des données personnelles. Alors là, attention, on commence à se poser des questions. Est-ce que mon éditeur est conforme? RGPD, il y a Acte européen. Est-ce que tout ça est bien aligné? Comment je fais si jamais je veux anonymiser ou en tout cas demander l'anonymisation des informations que j'ai pu pousser à l'intérieur, là où leur suppression. Donc là on est déjà sur un niveau où il faut se poser ce genre de questions et ce qui est un niveau pour moi équivalent aussi aux données sensibles et stratégiques qu'on va pouvoir mettre en tant qu'entreprise ou association ou organisation dans ces systèmes-là, se dire est-ce que j'ai envie de partager tout ce qui se passe dans ma société ou pas, voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Et donc notre niveau de confiance, quelque part, va être, suivant notre besoin, plus ou moins haut. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que cette granularité va être fonction de notre besoin, des données qu'on va mettre à l'intérieur, et de où on met le curseur. Si j'ai besoin d'une IA, c'est un one-shot, j'en ai besoin une fois pour des données publiques, pour faire une démo, pour faire un POC, peut-être que ça sert à trop à rien de se poser les questions et de se dire alors bien sûr on s'en pose toujours, je vous conseille de vous poser ces questions d'un point de vue environnemental, etc. C'est des choses qu'on doit toujours avoir en tête. Néanmoins peut-être qu'on va y passer 5 minutes à trouver le bon système, et si c'est quelque chose de plus important, plus stratégique, un système avec lequel on veut travailler pendant 10 ans, et là peut-être qu'en se disant ça, j'en ai besoin sur la durée,
je vais quand même passer une demi-journée ou une journée à me poser, puis à me poser toutes ces questions, tous ces sujets, sur tous ces sujets qu'on vient d'évoquer. Oui, peser entre le besoin et tous ces critères de confiance qu'on a balayés. C'est ça. Et de se dire, ok, de toute façon, le boulot va être fait en une demi-heure. Est-ce que j'ai besoin de passer une demi-journée pour qualifier l'IA que je vais utiliser? Non. Par contre, j'ai un projet de plusieurs dizaines de milliers d'euros de reformatage de mes processus en interne, digitalisation des processus. Ok, là je me pose, je me fais accompagner et on prend les bonnes décisions en pleine conscience, quelque part. Donc c'est ça pour moi, aujourd'hui la confiance, elle a une granularité dans les systèmes d'IA et il faut se poser les bonnes questions. Donc sur la durée, sur les données qu'on va mettre à l'intérieur, déjà c'est des prismes assez intéressants et qui permettent de qualifier pas mal les solutions qui existent. Très bien. Voilà, ça fait On pas est mal arrivé au mot de la fin. Pas mal de sujets qui ont été Merci beaucoup en tout cas Jean-Baptiste Parisot pour cette présentation des différents critères de ce que peut être une IA de confiance et l'importance de ce sujet donc, à l'heure actuelle. Ce que je vous propose, c'est que nous passions à la phase d'échange. Avec plaisir. Donc nous avons d'ores et déjà quelques questions, je vois, en ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais proposer donc aux personnes qui ont posé des questions de prendre la parole, puisque nous pouvons le faire. Donc, si elles peuvent lever la main dans l'application Zoom, comme ça, je vais les basculer en panélistes. Ça leur permettra de se joindre à nous et de nous poser des questions. Alors, je vois que nous avons Noël Conruit qui a levé la main. Alors, si le temps que Noël peut-être ajuste voilà, les conditions techniques, peut-être que nous pouvons passer la parole à Christophe Piombo, je vois, qui a posé des questions sur le chat. Christophe, je vais te laisser activer voilà, ton micro. Oui, merci. Merci Véronique. Donc merci pour cet échange très intéressant et qui ouvre de belles perspectives, me semble, pour justement notre petite île de la Réunion. Donc je suis Christophe Fiambeau, j'étais anciennement le délégué régional académique au numérique de l'académie. Et donc je rejoins depuis quelques temps l'université pour travailler sur ces sujets de l'IA. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement je participe à ce webinaire. Donc oui, effectivement, j'ai posé quelques questions, mais dont certaines ont eu des réponses en live par rapport aux échanges. Mais bon, peut-être qu'on peut en revenir sur quelques-unes d'entre elles, notamment sur les données qui sont utilisées pour entraîner vos modèles. Donc elles viennent d'où? Elles ont une datation qui est relativement proche ou pas. Il y a une consultation en live sur Internet. C'est un peu je reprends le fil des questions que j'ai posées. Hein. Et ensuite, sur votre modèle et votre système, comment s'intègre-t-il à un SI institutionnel puisque vis-à-vis du RGPD, il y a cette question de la protection des données à caractère personnel, bien évidemment, et notamment la problématique de la connexion au système. Peut-il créer des comptes séparément? Peut-on s'inscrire dans un annuaire déjà existant de société pour faire, je sais pas, via un SSO par exemple, ou une autre technologie, une connexion sans avoir besoin de se reconnecter? Voilà, donc c'est un peu les questions, si je résume, que j'ai posées, le sens des questions que j'ai posées. D'accord. Alors, ça a coupé un petit peu, mais j'ai noté donc une question sur la provenance des données des modèles qu'on utilise chez MedS1, c'est ça? Et la possibilité de se brancher en SSO. Alors, il y en a peut-être une autre. Il y avait également la question du travail en local et donc de restreindre le modèle à travailler en local et pas faire des recherches sur Internet. Donc, quel est le corrélaire sur la pertinence de la réponse? D'accord. Alors, sur les données, nous, on exploite un modèle open source qui est fourni par la société Mistral, donc c'est Mistral Small. Eux nous garantissent d'être dans les clous
entre guillemets, au niveau de l'entraînement du modèle. On Voilà, donc en gros, on travaille avec eux et, euh, et comme nous, on va pas augmenter ce modèle avec nos propres données, pour l'instant, on se contente en fait de réexploiter ce qui existe. Néanmoins, comme on l'a évoqué, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Si jamais il faut avoir euh, l'accord ou en tout cas la propriété des données qu'on va pouvoir utiliser quand on crée un modèle ou quand on enrichit un modèle. Euh, c'est Bah voilà. D'accord. Enfin, Mais le truc c'est que du coup, comme on ne l'enrichit pas, ça rejoint un peu la question suivante sur la fraîcheur entre guillemets. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est que comme on ne l'enrichit pas, alors, on a une option pour aller chercher des informations plus récentes sur Internet. Le dernier modèle qu'on utilise a été généré, je crois qu'il y a 3 mois. Donc, il est relativement à jour. Néanmoins, quand on lui demande quand on pose des questions sur de l'actualité récente, il va nous indiquer qu'il n'est pas en mesure de répondre parce qu'il a été généré à telle date. Donc, il a d'accord. ses propres limites. Euh, quand, alors, c'est vrai que j'ai peut-être pas trop insisté là-dessus, mais Thibot, il a été, bah, si je l'ai peut-être dit au début, Thibot, il a été conçu pour répondre à un besoin. Et ce besoin, c'est un besoin de sécurisation et de confidentialité des échanges IA dans l'entreprise. En fait, on l'a conçu pour endiguer le shadow IA. Donc, c'est l'usage masqué de l'IA dans une entreprise ou une organisation. C'est-à-dire que les employés vont naturellement aller utiliser des systèmes gratuits d'IA qu'ils vont trouver sur Internet pour s'augmenter au quotidien et donc être plus rapide sur certaines tâches, plus qualitatif, etc. Ça, c'est un phénomène qui est apparu dès que ChatGPT est sorti, hein, voilà, et donc ça s'est répandu un petit peu de manière sous-jacente dans les organisations non contrôlées. Et nous, on a développé ce T-Bot justement pour proposer aux entreprises de reprendre la maîtrise et le contrôle sur ces cas d'usage en entreprise. Et donc, la fraîcheur des données, pour le coup, n'est pas forcément un critère. Euh, c'est pas trop grave en fait qu'on n'ait pas les dernières données des derniers mois quand on va l'utiliser, parce qu'en fait, on va surtout l'utiliser pour rédiger du texte, faire de la synthèse de documents, lire des images, lire des documents, voilà. Les cas d'usage qu'on va retrouver en société de manière générale. Néanmoins, dans le système dans la mise à jour là qu'on est en train de mettre en place, il y aura une option pour pouvoir accéder à des sites internet, donc aller chercher des informations sur un site et les utiliser dans la réflexion pour répondre à la question qu'on pose à ce moment-là à l'IA. Donc on pallie un petit peu à Mhm. cette problématique avec cette option d'aller rechercher sur des sites. D'accord. Et concernant l'annuaire, il faudrait qu'on en discute, parce que quelque part dans l'informatique, tout est possible. Naturellement, aujourd'hui, je pense pas qu'on l'ait branché en SSO à un autre système. Mais bon, voilà, Techniquement, a c'est priori, il n'y technique. aurait rien qui l'empêche Non, non, il n'y a d'aujourd'hui rien qui pour empêche ce genre gérer de les choses. comptes Ouais, indépendamment du LLM en lui-même, ouais, finalement. ouais. Et en plus, on est en Mm. train de mettre en place une surcouche qui va permettre à nos clients de venir administrer eux-mêmes directement leur compte. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ils nous font des demandes, on fait l'administration pour eux. Demain, en fait, ils pourront ajouter, supprimer des comptes directement avec un impact sur les abonnements là, automatisé, quoi. Et ça permettra, je pense, cette surcouche d'amener aussi cette notion d'intégration SSO pour D'accord. les entreprises. Ok, donc merci pour ces réponses. Noël, du coup, est-ce que ton petit problème technique a été résolu? Donc je vois qu'il n'active pas son micro. Il a peut-être toujours des difficultés. Mais alors, ce que je vais faire, c'est peut-être poser sa question, puisqu'il l'avait mise dans le chat. Ah, ça y est, on t'entend, Noël. Ah, ça y est, vous m'entendez? Ouais,
Bon, il y a toujours un écho, hein, mais je pense ça pourrait fonctionner. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci sans écho? Ah oui, là c'est parfait. Merci. Ok, donc j'avais une question assez pratique pour les usagers de l'université. Comment pourrions-nous enseigner et apprendre la confiance dans les IA pour les étudiants, les enseignants et les administratifs? Euh, pour moi, en fait, tous les sujets qu'on a évoqués là sont pas vraiment des sujets très techniques. En fait, c'est surtout des sujets où il faut en avoir conscience de ces points. Et pour moi, une formation serait suffisante en fait pour comprendre les enjeux et pouvoir le réappliquer dans son quotidien. C'est d'ailleurs ce que je m'évertue à faire en tant qu'ambassadeur, c'est de faire comprendre que quand on choisit un logiciel, bah, il y a toute une liste de critères sur lesquels il faut être bien aligné, aller chercher des réponses. Donc cette partie, tous ces critères sur la confiance, on peut très bien aussi les lister et puis se dire, avoir des niveaux de confiance, avoir une matrice. On pourrait avoir un outil, hein. Moi, j'ai créé une matrice en fait pour aider, parce que les conférences qu'on fait sont à destination des TPE, PME. Donc, quand on est une TPE, on n'a pas forcément le temps de prendre un consultant et puis de passer toutes ses journées avec. On a un travail à accomplir et une boîte à faire tourner. Et donc, j'ai essayé de simplifier en fait cette réflexion dans une matrice où on vient se dire, OK, je coche les cases, j'ai vérifié que je suis RGPD, j'ai vérifié que mon éditeur a plus de 3 ans d'existence, que ses finances sont bonnes, qu'il va pouvoir avoir un niveau de support correct, donc c'est pas juste un ticketing, mais je peux avoir quelqu'un au téléphone, etc. En fait, tout ça sont des éléments qu'il faut aller vérifier. Oui. Mais quand on a la liste, en fait, ça permet d'aller très rapidement se dire, ah ouais, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, et on prend sa décision de manière éclairée. Et là, ça pourrait, en fait, tout ce qu'on vient de se dire pourrait enrichir en fait cette matrice et puis qu'on se pose ces questions-là au moment où on fait son choix, quoi, tout simplement. D'accord. Et vous pensez que ça pourrait être adapté à la population des étudiants, parce qu'ils sont quand même 17 000. Mais du coup, ça me donne l'idée de faire une espèce de petite checklist qu'ils pourraient remplir en début de cours pour Oui, dire, OK, par rapport à mes devoirs, mes rendus, etc., je m'engage à faire attention, enfin, vérifier un petit peu les critères avec ce système de matrice, de checklist. je pense Ça que pourrait être une idée. et alors, il y a beaucoup de points parce que dans un contexte professionnel, on va s'asseoir et puis on va se poser des questions, beaucoup de questions sur le logiciel qu'on va utiliser parce que si on l'utilise pendant 10 ans, enfin voilà, on en a parlé tout à l'heure, c'est important de savoir où on met les pieds. Euh, Après, c'est tout ça, enfin, cette matrice peut être simplifiée encore et ça dépend de l'objectif qu'on va lui donner. Si c'est faire prendre conscience aux étudiants de là où ils mettent les pieds via 5 ou 6 critères et C'est de ça, se il faut que ce dire, soit simple. bah voilà. Non mais c'est ça, Ouais. ouais, exactement. Sur 5 questions ou 6 ou 7, parce qu'on va mettre l'inclusion et l'environnement dedans, Mm. de leur permettre de faire un choix éclairé, quoi. Ouais, très bonne idée. Noël, je ne sais pas si tu voulais rebondir, ou les autres participants, hein, n'hésitez pas. Je pense plus, moi. Non, bah, écoute, il y a un problème de son. Oui, est-ce que cette fois-ci ça ne fonctionne? Ça fonctionne, oui. Oui. On Oui, t'entend bien, Noël, hein, on t'entend très bien. D'accord, merci. Donc, oui, effectivement, aux usagers de l'université, c'est important qu'il y ait une charte IA qui soit mise en application avec les étudiants et les enseignants et les administratifs. Donc, il faudrait effectivement pouvoir leur enseigner tous ces critères et qu'ils puissent participer donc à l'élaboration de nouvelles connaissances avec les enseignants, parce qu'ils ont aussi des usages de l'IA qui pourraient aussi nous rendre service. En général, ils sont beaucoup plus usagés que nous pour les utiliser. Donc, voilà, c'est certainement un domaine pédagogique de recherche intéressant à poursuivre. Tout à fait, oui. Oui, oui.
L'IA, c'est à partir du moment où ces critères sont respectés, en fait, ça peut être un outil de créativité assez formidable, hein. Oui, tout est une Mm. histoire de niveau de confiance, de besoin et puis de savoir pourquoi on l'utilise, quoi. Mm. D'ailleurs, de manière générale, quand on utilise un outil numérique, se poser la question de pourquoi on est en train de l'utiliser, ça reste quelque chose d'intéressant, quoi, pour Il vaut mieux, prendre un oui, peu de recul. savoir ce qu'on fait. Nous avons Christophe Porlier qui a levé la main pour intervenir. Christophe, je te laisse prendre la parole. Oui, alors, je suis dans la même salle que Noël, donc ça y est, ça fonctionne. On a un petit problème de boucle de son. Merci, oui, pour la parole. Alors, c'est vrai que cette question de la confiance, merci pour cette intervention. On voit que la question de la confiance, elle est finalement assez centrale dans une organisation, quelle que soit l'organisation. Bien sûr, il y a les dimensions technologiques. On sait à quel point l'IA repose sur des bases technologiques avancées. Et on voit qu'y compris à l'intérieur de ces questions technologiques, il peut y avoir voilà, des risques très très importants, notamment en termes de cybersécurité. C'est-à-dire qu'une organisation comme une université se doit de mettre en place une culture de la confiance organisationnelle, si on peut dire, pour qu'effectivement, à un moment donné dans l'organisation, et on le sait aujourd'hui puisqu'on travaille sur l'élaboration d'une charte IA, il y a une sorte de contrat finalement social qui se met en place autour des usages de l'IA. C'est effectivement par l'intermédiaire de la charte qu'on va pouvoir contractualiser la façon dont on utilise l'IA. La question de la transparence, bien sûr, elle est aussi technologique en ce sens que comment sont effectivement alimentés les systèmes qui vont être utilisés par les personnels, que ce soit parfaitement transparent. Comment est-ce que ces données, ensuite, une fois qu'elles sont utilisées en confiance dans le cadre de son activité et de l'activité des personnes, que ce soit du côté, bien sûr, de l'administration, du côté de l'enseignement, de la recherche. Et donc, cette charte IA qui est actuellement en cours d'élaboration prévoit effectivement cette transparence dans l'usage de l'IA. C'est-à-dire qu'on est dans une nouvelle culture où on va faire cohabiter à la fois des productions qui sont instrumentées par l'intelligence artificielle et qui vont être également validées par les humains. C'est-à-dire que validées par l'humain, et donc ça suppose un niveau à la fois de sensibilisation, de culture et bien sûr d'utilisation de l'IA avancée pour qu'ensuite il y ait cette possibilité d'utiliser de façon parfaitement ouverte et transparente l'IA dans un process de production qui est soit de production autour de l'enseignement, de la formation, de l'administration. Ça suppose que le management aussi dans l'organisation se saisisse aussi de cette dimension, on va dire, centrale de la confiance pour faire à la fois confiance eh bien, aux collaborateurs. Dans les équipes pédagogiques, ça va être évidemment confiant dans ce qui est produit et accompagné par l'IA. Et puis pour les étudiants, à un moment donné, on le voit à quel point cette question de la confiance, notamment en période d'évaluation, commence à poser un certain nombre de questions et comment il doit y répondre. Donc je pense que c'est vraiment cette question de centrale. On peut en débattre des heures, je pense, hein. Donc c'est bien sûr autour de ça des questions de recherche qui sont largement développées depuis longtemps dans l'adoption des outils dans les organisations, mais qui vont bien au-delà de simplement des questions simplement technologiques, qui sont avant tout, au final, des questions de confiance dans les relations que l'on peut avoir sociales, managériales, organisationnelles. Voilà, donc c'est vrai, je sais qu'aujourd'hui, donc peut-être pour Jean-Baptiste, si on peut comparer à des organisations, on va dire publiques, par rapport à votre expérience, la question, ça serait comment aujourd'hui les organisations qui seraient un peu plus avancées que l'université se saisissent de cette question. Si vous avez des réponses dessus, c'est intéressant. Euh, bah, j'ai pas d'exemple. Enfin, moi, j'ai les clients avec qui je travaille. Alors, je n'ai pas encore de clients dans le domaine public et administration. Néanmoins, nous, on accompagne tous nos clients dans ce sens. Voilà, je suis pas venu juste pour le dire, on le fait. Et quand je parle de Tibot, en fait, c'est un package qu'on propose. En fait, c'est un triptyque où on va déjà faire se rendre compte aux décideurs du problème. Donc, on va
auditer un petit peu les usages dans l'entreprise et puis on va se rendre compte qu'en fait, il y a 30% des gens qui utilisent l'IA alors qu'elle n'a jamais été déployée dans l'entreprise. Donc là, ça commence à allumer une petite lumière. Et donc nous, la solution qu'on met en place derrière, c'est pas juste une solution technique, c'est pas juste Tibot en fait. Ça va être un triptyque avec de la formation euh, et une charte d'usage. La formation, elle est vraiment là pour faire comprendre ce que c'est que l'IA et la manière de l'utiliser au mieux. Donc, c'est pas juste Tibot qu'on va envoyer comme ça par mail, c'est on intervient, on forme les gens à un bon usage. Et d'ailleurs, c'est un cercle vertueux puisque derrière, il y aura les prompts seront mieux écrits, il y aura moins de requêtes et donc quelque part moins d'énergie dépensée. Bon, ça c'est sur l'aspect formation, parce qu'il faut que les gens soient formés pour bien appréhender cette technologie. Et sur la charte, c'est là où on vient sécuriser l'usage, dans le sens où on vient cadrer quels sont les systèmes d'IA autorisés ou non dans l'entreprise. Et si on a envie d'utiliser, enfin, on a un besoin particulier qui n'est pas couvert par ces systèmes d'IA, un processus dans lequel on va faire une demande à son manager, au DSI, au DG, à la personne qui sera en référence, au responsable IA. J'ai un besoin, j'ai pas la solution, quel système je peux utiliser? Et donc là, on rentre dans des processus bien cadrés et on sécurise en fait. Ça, c'est la première approche. Une fois que c'est sécurisé, que les gens sont formés, alors on a deux niveaux de formation. On a un niveau de formation dirigeant, un niveau de formation plus employé autour de Tibot. Euh, une fois que ça c'est fait quelque part, on va commencer à se dire, OK, comment je revois mes processus, comment je mets en place l'IA à différents endroits. Euh, mais du coup, tout ça, c'est vraiment une stratégie en deux temps. Alors, des fois, on met juste le premier temps, mais souvent, ça va très vite. Une fois qu'on a mis en place Tibot, on est soulagé, on se sent sécurisé au niveau de ses données, de ses process IA en interne. Et très vite, on va nous poser des questions sur, oui, alors comment, Oui, une que- que- intégration voilà, plus proche avec l'intégration, les métiers. que ce soit de nos systèmes ou d'autres systèmes. En tout cas, on intervient en conseil et on va accompagner nos clients sur l'intégration de l'IA de manière générale, ou en tout cas là où ils ont les besoins. D'accord. Donc il y a une importance capitale finalement de ne pas juste mettre à disposition un outil, mais vraiment d'être dans C'est clair, l'accompagnement c'est clair. et la transition des métiers. D'ailleurs, nous avons un nouveau collègue qui va intervenir aussi là-dessus. Euh, Oui, oui. ok. Christophe, je ne sais pas si tu voulais rebondir sur cette réponse. Non, je pense que c'est effectivement absolument essentiel, hein, cet aspect formation, bien sûr, au bon usage, la façon d'interagir, en connaissance de cause. Bon, ça, c'est vraiment des compétences à développer au sein des organisations. Ça, c'est absolument essentiel. Et puis ensuite, effectivement, une fois que le process est lancé, quand les résultats de l'IA arrivent, sa capacité, la capacité à analyser ces résultats et pour ensuite les diffuser fera que le process qui va intégrer des phases de consultation, on va dire, de l'IA, sera accepté et sera accepté en toute confiance par l'ensemble des acteurs de l'organisation. Et ça, je pense que c'est un véritable challenge, c'est-à-dire que ça suppose de mettre en place alors pour l'Université de Lyon, bien sûr, des formations à différents niveaux qui vont faire qu'au final, l'usage de l'IA sera considéré comme un usage robuste d'un outil, on parlait de robustesse, un outil fiable qui produit effectivement une connaissance, qui produit des données, qui produit des résultats ou des services qui vont être à la fois acceptés et acceptables en toute confiance. Donc ça, c'est vraiment central. Je pense que c'est vraiment un sujet qui peut être vraiment débattu assez longuement. Et donc, en tous les cas, pour l'université, on a pour ça des instances qui permettent d'organiser ces groupes de réflexion sur ces sujets à travers un comité de pilotage du numérique, des usages et de l'IA. Mais la réflexion, il faut vraiment la mener au bout. Et donc, ça va avoir des impacts forcément sur la façon dont on conçoit l'accompagnement, la sensibilisation et la formation des personnels et bien sûr des étudiants qui demain seront des acteurs sur économie, des acteurs aussi sur le territoire ou au-delà, des acteurs dans un monde qui est en plein changement avec effectivement l'arrivée de l'IA et l'implémentation de l'IA dans les activités de la production de valeur, quoi.
Tout à fait. On a beaucoup de défis à relever. À votre dispo pour avancer, hein. Donc, nous avons, de ce que je vois, deux autres questions encore à traiter. Monsieur Cubizol avait une question sur la qualification de code. Donc, je ne sais pas si son micro est activé. Sinon, je vais lire la question, tout simplement. Que voulez-vous dire par qualifier le code? Ma question se pose sur l'activité de qualification pour expliquer le résultat de l'IA. Je pense que c'était au moment où vous prenez l'exemple de l'utilisation de l'IA pour la génération de code informatique et on a abordé un petit peu sur ce thème de l'explicabilité du résultat. Oui. Euh, alors, je pense de qualification du code Voilà, dans qu'est-ce que le tu penses sens, par qualifier le code? où vous pouvez demander à une IA, génère-moi un formulaire, une page web qui contient 5 champs et sur la validation, faites un appel d'API à tel service pour poster les données ou aller rechercher des données, enfin je sais pas quoi. Il va générer du code. Oui, Ce code, par défaut, et comme tout résultat euh, qu'on va obtenir d'une IA générative, il faut le qualifier. C'est ça que je voulais amener, hein. C'est vraiment la vérification de ces résultats. Et pour le qualifier, c'est préférable d'être un développeur. Enfin, en tout cas, c'est notre point de vue. Il faut être un peu expert sur sur la question pour s'apercevoir est-ce qu'il y a des bugs. En fait, c'est sur tout ça, hein. C'est mm, cette histoire de bugs. Et puis, pour l'instant, les systèmes de génération de code sont pas hyper fort en architecture logicielle. Donc en fait, il faut bien regarder ce qu'ils proposent. Quand je parle d'architecture logicielle, mm, c'est la manière dont les modules techniques vont s'abriquer dans une application. Si vous lui demandez quelque chose de compliqué, il va produire quelque chose de compliqué en général. Voilà. Il va pas forcément appliquer des principes de développement, des patterns, des choses comme ça. Il va partir dans des directions X ou Y. Et en plus, il va pas forcément vous le dire. Donc après, il faut lui reposer des questions, savoir pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, pour essayer de gagner du temps dans l'analyse du code. mm. Mais voilà, quand je parlais de qualification du code, c'est vérifier que ce code est valable d'un point de vue pattern de développement, conception de l'application. Est-ce que si on est plusieurs à travailler sur une application, il n'y a pas un dev qui est en train de partir sur une certaine conception et l'utilisation de certains patterns de développement alors que les collègues sont en train de faire autrement. Voilà, il y a une rationalité à avoir et c'est dans cette qualification du code, en fait, j'entends tous ces domaines-là. Tous ces Et bien aspects, sûr, la base, d'accord. elle est vérifier qu'il n'y a pas de bug, Mm. mais derrière, il y a d'autres aspects, du travail collaboratif, des patterns de développement, de la conception même de l'application qu'il faut aller vérifier. D'accord. Donc ça me rassure, nos diplômes d'informatique ont toujours une raison d'être. Ils ont- Ils sont toujours pertinents, ouais. Ok. Et il y avait, il me semble, encore une question de Christophe Piombo. Donc Christophe, si tu souhaites la poser, tu peux prendre la parole. Oui, merci Véronique. Oui, la question est simple. En fait, il y a pas mal d'expériences aujourd'hui qui sont menées, notamment au niveau de l'éducation et dans le secondaire, pour travailler sur des modèles basés sur un fonctionnement de type RAG. C'est-à-dire qu'on va spécialiser les réponses qui vont être amenées par les modèles par rapport à un métier, par rapport à une activité. Donc, est-ce que votre modèle peut fonctionner avec ce type de regard vis-à-vis des métiers? Bon, de l'université, je citais par exemple le volet administratif, les chercheurs, des enseignants, voire pourquoi pas des élèves aussi, on pourrait l'imaginer. Oui. Oui, alors c'est le sens de l'histoire. À chaque fois qu'on met en place T-Bot dans une société, tout de suite le step suivant c'est OK, Le comment je le RAG. spécialise? Alors, bah oui. Et c'est logique, parce que bon, l'aspect confidentialité, sécurité des données, le modèle n'apprend pas, tout est bien cloisonné, tout est bien confidentiel. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, l'entreprise, elle a quand même une certaine documentation en interne, etc. Et très rapidement, on va nous demander d'avoir des instances dédiées à l'entreprise.
Donc nous, on vient dupliquer notre système pour le rendre cloisonné par rapport aux autres systèmes, encore plus. Et ils travaillent dans leur propre instance. Et ici, on vient commencer à ajouter de la documentation en mode RAG, en effet, ou par d'autres biais ou manières techniques d'intégrer de l'information dans le système. Donc oui, 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 évidemment, on est sur ces sujets, en effet. Et quand c'est comme ça, vous vous accompagnez jusqu'au résultat ou Oui, alors oui, plutôt vous passez la main bah, à l'entreprise et c'est elle qui fait? ça, Comment ça ça se passe? dépend toujours je vais pas dire de niveau de maturité, mais des forces en présence, des compétences en présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un en interne pour le faire? J'ai des clients pour lesquels on a mis en place juste une instance de, de T-Bot et puis on leur a donné les clés du camion. On leur a dit, ben, Vous êtes allez-y, autonome. vous avez Mm. des compétences en interne, vous voulez le développer. Nous, on est dans ce cadre-là juste hébergeur, entre guillemets. On va vous proposer des mises à jour logicielles, etc. Mais au quotidien, c'est vous qui allez enrichir. Ou alors, on va accompagner l'entreprise, qualifier ses données, monter un RAG et l'intégrer avec notre outil. Ouais. D'accord. On peut également faire du développement spécifique, hein, c'est notre métier, le dev. Donc, s'il y a besoin d'agents, de faire des liens avec différentes fonctionnalités, donc ça, on le fait également. Se connecter peut-être aux bases de données aussi, peut-être de l'organisme, s'il y a besoin, si c'est pas forcément de la documentation, mais plutôt des bases de RP ou de logiciels, ça se fait aussi ou c'est Oui, pas oui, oui, du tout? ça se fait aussi. Il y a des choses qui sont assez récurrentes dans les demandes également. Ça va être, moi j'ai mon service juridique qui a besoin des dernières lois ou alors dernières lois de finances, voilà, des choses assez complexes et spécifiques en même temps. Aujourd'hui, on s'amuse pas à réinventer la roue. Aujourd'hui, on va mettre un agent qui va venir, enfin, le modèle va comprendre que la requête a une sensibilité comptable, on va dire, Mhm. ou fiscale. Et derrière, on va aller faire un appel à un modèle spécifique. Là, D'accord. c'est là où, euh, en fait, la transparence joue vraiment, est vraiment importante. C'est que autant notre système de base est confidentiel, cloisonné, etc., autant à partir du moment où on a des besoins spécifiques, on s'autorise également à sortir du système pour aller appeler des acteurs externes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on Oui. va pas Parce que s'amuser, là, il y a nous, une à spécialisation en fait à exploiter. on va Mm. pas s'amuser à Mm. créer un modèle spécialisé dans la fiscalité alors qu'il y a Il y en déjà a déjà un. pléthore d'entreprises Mm. qui l'ont déjà développé. Donc on va essayer du coup d'accompagner notre client en se disant il y a différents acteurs sur le marché avec lesquels vous voulez travailler, exactement ce qu'on vient de faire. On cadre, en fait, on vient choisir une solution et on vient l'intégrer en fait à notre système. Mais le client est au courant qu'à ce moment-là, les informations partent vers un éditeur tiers et donc on s'assure en fait de tous ces aspects de confidentialité Mm. et légaux, quoi. Ok. Je vois que Christophe a posé une autre question sur les SLM. Avez-vous imaginé embarquer votre modèle SLM sur des casques de RV? Donc j'imagine qu'il s'agit de réalité virtuelle, c'est bien ça, Christophe? Alors, on ne l'a pas Mm. encore testé, parce qu'il y a beaucoup de travail sur beaucoup de sujets, mais c'est Mm. quelque chose que j'évoquais encore hier avec Michel. Donc lui, il est fan il a des lunettes de réalité augmentée. Donc là, c'est pas des casques de VR, mais c'est un peu le même principe quelque part, où on va porter ses lunettes et puis euh, en fait, ça va analyser en permanence ce qui se passe un petit peu autour de nous et ça peut faire des appels à notre système directement en fait, via API. Donc Ah ça, ouais, c'est des choses qui d'accord, sont, je ne connaissais pas cet usage. c'est des choses qui Mm. sont en train d'arriver. Mm. Les développements sont en cours pour moi, ça a vraiment du sens pour ce type de sujet. Imaginez que on porte des lunettes et Mm. qu'elles analysent en fait tout ce qui se passe. Donc ça, c'était un des sujets évoqués hier sur l'accessibilité des personnes malvoyantes, par exemple.
où elles vont porter des lunettes et en fait en audio description, ça va lui transmettre ce qu'il y a devant lui, qu'est-ce qui se Comme passe dans la rue. référence, mais Voilà. ouais. Et donc ces lunettes-là existent, Mm. et je parle de confidentialité parce qu'aujourd'hui, c'est des lunettes, si on a des caméras dessus, elles vont filmer tout ce qui se passe autour de vous, toute votre vie, les gens, etc. Donc Oui, il y a des questions de RGPD, voilà, à mon à un avis, moment hein. donné, il faut aussi prendre en compte ces questions-là et avoir un système de confiance, d'IA de confiance. C'est lui envoyer ce flux vidéo, ces informations, elles sont traitées, elles reviennent en audio description, mais tout ça, il faut que ce soit des systèmes locaux ou Oui, en tout cas qu'il y ait un embarqué. minimum embarqué et qu'il y ait un Oui, c'est minimum sûr. d'informations qui sortent, quoi. Mm. Et j'espère vraiment qu'on va tendre vers des modèles de Merci. plus en plus petits, de plus en plus optimisés pour des usages bien précis. Voilà, hein, parce que c'est pertinent d'un point de vue qualité des retours, et c'est pertinent d'un point de vue énergie. Voilà, il y a beaucoup de points intéressants. Très bien. Ben, de belles perspectives technologiques et éthiques, donc, Voilà. puisqu'on n'oublie pas le thème de ce jour qui est la confiance. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Parisot. Donc, Et on Véro, arrive au terme de ce merci à tous. CAFIA. Merci à tous les participants. Et donc, nous nous retrouverons sans doute une prochaine fois pour d'autres CAFIA. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.